Vous m'entendez? Bonjour, on va démarrer. Bienvenue dans ce petit talk que nous organisons à XPO sur coopérer dans l'écosystème de la création d'expositions. On va parler de nos expertises, de nos vulnérabilités et on va parler surtout de coopération. Alors, avec nous, 4 membres de XPO, Estelle Bazalo, Christine Busset, Fanny Legros et Ludivine Nacher. Et moi-même, Marianne Clapiche. On est ensemble une petite heure et on va démarrer. Alors peut-être déjà pour celles et ceux qui ne connaissent pas XPO, nous sommes une fédération qui regroupe la filière des métiers de l'exposition. Nous avons des membres actifs qui sont les associations professionnelles, des entreprises partenaires et des membres bienfaiteurs. Nous représentons 9 familles de métiers, donc les muséographes, les producteurs numériques, les professionnels des archives audiovisuelles, les scénographes, les concepteurs de lumière, les designers et notamment les designers graphiques, les fabricants, les préventeurs et les professionnels de la conservation préventive et les régisseurs de collection. L'ambition d'XPO, c'est... XPO en fait est né de la volonté collective de fédérer les métiers de l'exposition et ensemble on tente d'améliorer les processus de création et de réalisation, donc l'ensemble du processus de conception et de réalisation des expositions, et on essaye de créer de la fluidité dans tous ces rouages. Alors avant de démarrer, nous on aimerait bien savoir aussi qui vous êtes pour savoir quel public et comment on s'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont les personnes ici présentes qui sont plutôt du côté de la commande, qu'elles soient privées ou publiques, en levant la main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a des 14. Bon, allez, une quinzaine. On va le faire à une quinzaine. Qui sont les personnes qui sont plutôt dans la conception ou la réalisation des expositions? C'est une marge. Il y en a qui mettent leurs mains 2 fois. Très bien, c'est déjà fluide. On va parler de coopération. C'est excellente réponse. Alors, je vais passer la parole à Estelle Bazalo et Christine Busset qui vont vous présenter notre écosystème et nos vulnérabilités et expertise, bien entendu. Bonjour à tous, je suis Christine Busset, fondatrice de La Documentale, consultante en stratégie éditoriale pour les archives et membre de l'association PIAF Images. Alors, en préambule de la discussion à venir sur la coopération, je vais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée au sein de la fédération XPO en janvier 2026. Elle avait pour objectif de recueillir des données chiffrées sur les évolutions et les réalités de nos métiers. Nous avons reçu une centaine de réponses de professionnels qui sont membres de 10 associations membres de la Fédération XPO et de 10 entreprises partenaires et bienfaitrices qui représentent 16 métiers parmi les 9 familles que nous avons présentées plus tôt, les 9 familles de métiers. Alors, cette étude met d'abord en avant la pluralité de nos métiers et aussi des modes d'exercice de ces métiers.
Donc, parmi les répondants, nous avons une grande majorité d'entrepreneurs et indépendants, donc plus de 2/3 pour 1/3 de salariés, qui représentent une diversité de métiers qui sont disséminés dans 9 codes ROM et 26 codes APE. 26 codes APE, n'est-ce pas ? Cette dissémination rend notre filière assez peu visible à la fois dans les statistiques économiques et également auprès du ministère de la Culture. Et par ailleurs, on peut noter ici que les répondants ont noté que leur métier était assez peu bien représenté dans les appels d'offres, qu'ils soient privés ou publics. Alors, nos métiers s'exercent en grande partie dans des structures privées, pour part presque égale en société ou indépendant, sachant que les sociétés sont très majoritairement des très petites entreprises. Donc, ce sont de petits opérateurs. Et en marge, des salariés du public et des salariés d'associations. Alors, passons à nos vulnérabilités. Nos vulnérabilités qui ont été mises en valeur par cette étude. Tout d'abord, on note que 2/3 des projets de ces opérateurs privés sont des projets publics et 1/3 de projets privés. Donc une forme de dépendance au public qu'on explique évidemment par le mode de financement de la culture en France, qui est public. Cette étude a aussi montré une fragilité économique de nos très petites entreprises essentiellement et de nos indépendants. Tout d'abord, du fait de la suspension et de l'arrêt de projets en cours. Pour plus d'un quart des répondants, on a sur l'année passée plus de 2 projets suspendus ou arrêtés. Ce qui représente, sur 39 répondants, 1,5 million d'euros perdus sur 39 répondants et 3 millions d'euros suspendus. Soit une moyenne par opérateur. Je rappelle, très petite entreprise ou indépendant, 40 000 euros perdus et 75 000 euros suspendus sur l'année dernière. Voilà. Je fasse les petits bruits. Oh, wow. Deuxième aspect de cette fragilité de nos acteurs, le temps passé aux réponses aux appels d'offres, qui représentent en moyenne 58 jours hommes-femmes sur l'année passée. Et temps de travail qui est très rarement indemnisé. Lorsqu'il l'est, les indemnités ne couvrent pas ce temps de travail de 58 jours. Je vais désormais passer la parole à Estelle Bazzalo, qui va continuer sur les vulnérabilités. Bonjour à toutes et tous, je suis Estelle Bazzalo, je suis architecte et scénographe. Je suis membre au conseil d'administration de l'UDS et de l'association Scénographe. Donc, je vais vous parler des vulnérabilités au travers des mutations de nos métiers. Donc, 78% des répondants disent subir une évolution forte dans leur pratique. La question qu'on a posée proposait des réponses ouvertes et on a eu de nombreuses réponses qui étaient très complètes. On les a réparties en 8 sujets principaux. Le premier, les décalages de planning. Les plannings sont soit raccourcis, soit rallongés. Ce qui implique pour les plannings raccourcis des délais trop courts par phase et pour les plannings rallongés, des problèmes de trésorerie et de ressources humaines. Ensuite, la compression des budgets. On a des budgets de plus en plus serrés pour un niveau d'exigence égal demandé par les commanditaires. Les nouvelles technologies, il faut s'adapter à leur évolution et notamment aux différentes IA. L'administratif et le normatif. La gestion administrative est lourde et elle impacte les TPE et les PME. 3 exemples sont soulignés par nos répondants. D'abord, le processus des appels d'offres sur les différentes plateformes. Ensuite, la lourdeur administrative pour les règlements des honoraires du travail déjà effectué, ce qui nous demande une trésorerie solide, notamment avec la plateforme Chorus. Et enfin, les procédures de plus en plus normées,
ce qui freine les expérimentations. Les impératifs écologiques. On sait qu'il faut s'adapter pour répondre aux impératifs écologiques nécessaires aujourd'hui, qui impliquent un changement structurel de l'ensemble de notre système. Mais on observe une contradiction entre les enjeux climatiques et les moyens de production, les budgets, les plannings. On a donc une inadéquation entre les moyens à disposition et la volonté d'être vertueux. Les expertises attendues. Pour chaque projet, de nombreuses compétences sont attendues par les commanditaires, ce qui nous oblige à répondre avec des groupements à effectifs élargis, alors que les budgets diminuent. Donc cela engendre un saucissonnage des budgets et des revenus pour chaque intervenant. La compétition. Effectivement, on a de plus en plus de structures qui répondent à de moins en moins de marchés. Les orientations politiques. Beaucoup de répondants ont parlé du fait que le discours et les contenus présentés dans les expositions peuvent être perméables au discours idéologique de notre contexte politique actuel. Pour résumer les vulnérabilités, on a 3 grands axes qu'on peut identifier. D'abord, la commande publique qui est supérieure à la commande privée. Ensuite, une majorité de très petites, les petites entreprises et les entrepreneurs, les indépendants, qui sont une majorité de nos métiers, sont fragiles économiquement face à ce secteur. Enfin, une forte mutation des pratiques. Alors, actuellement, pour dépasser nos vulnérabilités, on s'appuie sur l'expertise et la force du collectif. On va maintenant vous parler de collaboration. Je vais passer la parole de nouveau à Christine, à Estelle. Voilà, donc le travail collectif, c'est quelque chose que nous faisons déjà aujourd'hui. On travaille tous et toutes ensemble. Notre étude montre que pour un professionnel de XPO, il a l'habitude déjà de travailler avec 2 ou 3 autres professionnels de XPO, qui eux-mêmes ont l'habitude de travailler avec 5 à 6 autres de manière ponctuelle ou régulière. Donc, notre fédération, les membres de notre fédération ont cette habitude du travail collectif. Mais bien entendu, on ne travaille pas qu'entre nous, et on fait partie d'un engrenage général, et au sein de ce système, on va vers un projet commun, tous ensemble. Les 4 familles qui sont impliquées dans les projets d'exposition sont les équipes scientifiques, culturelles et artistiques. Aussi les experts et les assistants à maîtrise d'ouvrage, aussi les fabricants et techniciens, et enfin les équipes de médiation. Et tous ensemble, nous allons vers un projet commun d'exposition. Bon, alors, ne partez pas en courant. Là, on va vous demander de faire un gros effort d'imagination. On se projette et on va aller plus loin que la collaboration. On va essayer de parler de coopération. Deuxième partie. Et ensuite, on échangera avec vous. Donc là, je passe la parole à Ludivine Nacher et Fanny Legros. Alors bonjour, Ludivine Nacher. Je suis architecte et scénographe basée à Montpellier et je fais partie de l'association Scénographe ainsi que de la fédération XPO. Donc, pour faire suite à l'analyse des résultats que viennent nous présenter Christine et Estelle, nous avons pu voir un large panorama de l'écosystème de l'exposition qui nous a permis aussi de voir ses richesses, comme notamment la diversité de nos métiers, la multiplicité des compétences et notre capacité également à produire des projets complexes. Nous avons vu également mis en lumière nos fragilités, et c'est un point important. Donc, nos métiers collaborent, comme l'a dit Estelle, et donc nous échangeons, nous travaillons ensemble, nous collaborons, mais surviennent toujours des incompréhensions ou encore des arbitrages qui peuvent être tardifs, souvent plus subis que construits, et des tensions, notamment sur les plannings et les budgets.
Donc la question que l'on s'est posée collectivement était la suivante. Est-ce que ces difficultés sont liées à des contraintes extérieures ou est-ce qu'elles tiennent à la manière dont nous faisons actuellement projet ensemble ? Donc pour répondre à ces enjeux, nous proposons des pistes de réflexion pour passer de la collaboration à la coopération aujourd'hui, puisque ces termes sont des termes qui sont utilisés fréquemment, de manière parfois interchangeable, alors que nous souhaitons vraiment distinguer ces deux termes, puisqu'ils engagent des manières différentes de concevoir et de conduire des projets d'exposition. Donc, qu'est-ce que la coopération ? On peut commencer par la définition simple que vous pouvez voir juste ici, qui est de travailler conjointement en vue d'une œuvre ou d'une action commune. Mais cette définition mérite d'être précisée dans nos métiers, où ici ce serait une relation organisée entre plusieurs acteurs autonomes qui choisissent de coordonner leurs actions, mais aussi de partager leurs moyens et de co-construire des décisions afin de produire un résultat qu'ils ne pourraient pas atteindre seuls. Donc ici, la première chose qui est importante, c'est que nous ne sommes plus dans une manière d'articuler nos expertises comme nous faisons actuellement, mais bien de faire ensemble et de construire un projet ensemble en partageant nos responsabilités et nos arbitrages dès le début. De plus, ici, coopérer permet de produire un projet dont la valeur dépasse l'addition des contributions individuelles. Donc l'idée, ce n'est plus de faire projet ensemble, mais bien de penser ensemble ce projet à chaque phase du cycle de vie de l'exposition et dès les premières phases avant même de passer les marchés. Donc pour distinguer ces notions, je vais passer la parole à Fanny, juste ici. Alors, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés parce que là, ça va swinguer. Bonjour, Fanny Legros, fondatrice de Sursaut et cofondatrice de Plint. En fait, je le garde. Alors, on va vous faire participer, mais avant ça, on va faire un petit peu de vocabulaire, de sémantique. Collaboration, travail coordonné entre expertise. Donc, en fait, on va plutôt reparler de ce que n'est pas la coopération, pardon. Ce n'est pas de la collaboration. C'est pas de la coordination, c'est pas de l'entraide informelle, c'est pas de la sous-traitance et c'est pas non plus du bénévolat déguisé. Alors, c'est quoi la coopération exactement ? Voilà, c'est comment on va pouvoir imaginer ce que c'est que peut-être dans nos métiers, dans les métiers de tout le monde, tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui. Comment on va mettre ça en place, comment on peut mettre ça en place. Alors, on n'a pas de réponse spécifique à vous donner aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va vous faire participer très 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 bientôt. L'idée, c'est vraiment de repenser un peu les choses, mais vraiment de manière assez large et que tout le monde soit un peu au même, essayer d'être au même niveau. Voilà, comment on retravaille la coopération entre les relations, entre les MOA, avec les prestataires, la collaboration en tant que telle qui se fait aujourd'hui et comment on l'amène vers de la coopération. L'idée, c'est vraiment de plus partager seulement les compétences, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ludivine, mais vraiment de partager aussi les responsabilités, les arbitrages. Et aujourd'hui, ça ne se fait pas du tout. Alors, vous allez nous dire, elles ont craqué aujourd'hui là pour nous parler de tout ça, mais je pense que vraiment, dans les temps qui courent, c'est un sujet qui va nous maintenir. Imagination. Hein. Voilà. C'est un sujet dont on a besoin. En fait, si on se met pas à vraiment penser de cette manière, je crois que beaucoup d'entre nous vont rester sur le carreau et on n'a pas envie d'être relégué à aller réparer des robots ou à aller réparer des intelligences artificielles, je ne sais quoi. Non pas que... Enfin, je ne rentre pas dans ce débat, je passe la slide. Je passe la slide. Pourquoi on aurait envie de coopérer ? Alors, c'est très simple. Hein. Et alors là, les commanditaires, ça va vous parler vachement bien. Parce que le deuxième truc, c'est le gain d'argent, le gain de temps, la qualité des échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble, la fluidité des process aussi. Parce qu'on doit répondre à des... Donc, comme on l'a dit, j'ai commencé par le côté bleu foncé. Ouais. Je me suis dit que ça serait plus sympa. La pression économique, bien sûr, elle est gigantesque. Je crois qu'on est tous au courant en ce moment de ce qui est en train de se passer. Ça va, ça vient, ça descend, ça remonte. Donc, on est obligé de faire un peu dans tous les sens. Comment on travaille les bouleversements écologiques. Et on est... Alors, je suis bien placée pour le savoir. Enfin, j'y pense, j'y passe ma vie. Je pourrais vous parler de ça pendant des heures, mais c'est pas le sujet. Mais je crois qu'on se rend toujours pas compte de la vague qui va nous tomber sur la figure.
La finitude de ressources, on reparle du prix du plastique dans 15 jours. Et puis vous allez voir que des cloches en PPMA, il n'y en aura plus, on va repasser au vert à fond la caisse. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir vraiment coopérer. Alors, comment on coopère ? C'est là qu'on va avoir clairement besoin de vous. Oui, on va vous proposer aujourd'hui déjà des premières pistes de réflexion sur d'autres organisations de travail, mais on aura besoin aussi de vos retours. Et donc là, aujourd'hui, on va parler plus largement du changement de paradigme. Donc comment ? En s'inspirant d'abord des modèles coopératifs existants. Donc on a pensé par exemple au groupement d'intérêt public qui permettent de rassembler des acteurs publics et privés autour d'objectifs communs. Donc, et qui partagent là aussi les arbitrages et les décisions. Ce n'est qu'un exemple. Le but, c'est de trouver des modèles de coopération de ce genre et de venir les appliquer à nos problématiques propres. Deuxièmement, en créant une alternative désirable au fonctionnement descendant. Donc, ce qu'on entend par fonctionnement descendant, c'est surtout en ce moment de la maîtrise d'ouvrage vers les prestataires, avec des décisions qui peuvent être prises de manière cloisonnée souvent. Et on voudrait aller de plus en plus vers des fonctionnements plus horizontaux qui permettent plus de fluidité, plus de transparence, mais également d'avoir un partage d'informations beaucoup plus tôt et donc moins de pression sur tout ce qu'on vient de parler, les plannings, les budgets, etc. Et dernièrement, de continuer de produire des supports d'accompagnement, des guides pratiques, comme on le fait déjà depuis pas mal d'années. Donc là, on pense forcément au manifeste de la Fédération XPO qu'on vous a présenté juste ici même il y a 2 ans, mais aussi à la norme AFNOR, donc norme nationale intitulée éco-conception des expositions et conservation des biens culturels. Et je vais laisser la parole à Fanny sur ce point de la norme. Alors, elle est en cours de rédaction. Adeline, voilà, tu pourrais nous en parler pendant des heures. C'est pas le sujet. Bref, effectivement, il y a une norme qui est en train d'être écrite. C'est une norme volontaire, je tiens à le rappeler parce que c'est vraiment important. Quand on entend norme, on entend pataquès, on entend un truc horrible. On essaye vraiment de rédiger quelque chose qui va être digeste. Voilà, merci. D'essayer de plutôt fluidifier plutôt que complexifier. Je crois qu'on a tous conscience que complexifier, ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, ça n'amène rien de bon. Donc voilà, la norme éco-conception des expositions, elle est basée sur un premier schéma qui a été rédigé un peu en début de réflexion sur les cycles de vie de l'exposition. Et je pense que ça va vraiment être un outil important pour tout le monde. Vraiment, j'insiste là-dessus. Aussi bien pour les collectivités, pour les services des marchés, pour les commanditaires, voilà, grosso modo, pour les cénos, pour l'ensemble des métiers, vraiment pour tout le monde. On en a mis à toutes les sauces et pour tous les goûts. Vraiment. Et vous verrez, il y a une partie qui est un peu écrite comme un roman et qui est très agréable à lire. Un peu comme si c'était un peu l'histoire de l'exposition. C'est assez chouette. Vous verrez, c'est vraiment un super document qui sortira, on l'espère, soit fin 2026, soit début 2027. D'ailleurs, on va avoir besoin de relecteurs. Hein. Si jamais des gens dans la salle s'ennuient en fin d'année, n'hésitez pas. Très bien. Ah, super. Ça marche. Je vais venir prendre vos coordonnées. Bien complété sur la norme. Tu as tout Vraiment rapide, Adeline. Tu as tout dit. On a 2 minutes. Une minute. L'objectif de la norme, c'est d'aider des gens qui n'y connaissent rien, ou des gens qui connaissent un peu, ou des gens qui les connaissent beaucoup, à s'acculturer sur l'éco-conception des expositions. Donc c'est bien un outil ouvert à tout type de public. Moi, je rêve qu'il arrive sur la table des directions techniques, des collectivités, pour que quand on arrive, ils sachent un peu de quoi on parle, au lieu d'essayer d'expliquer nos métiers pendant 5, 6, 7 ans et de faire la pédagogie de nos clients. Et ça sera un outil donc de meilleure communication, d'apprentissage, d'acculturation. Et ce n'est pas du tout un outil de contrainte, c'est un outil, c'est une norme méthodologique, ça veut dire que chacun va l'adapter évidemment à ses besoins. Merci Adeline.
Alors, à vous maintenant, parce que c'est ça qu'on attend, à vrai dire. Alors, ce qui nous intéresse, c'est d'échanger avec vous, parce qu'on n'est pas là juste pour parler de ça ensemble. L'idée, c'est vraiment de partager ça avec vous. Je vais vous poser une première question, et je vais vous demander, voilà, est-ce que la coopération répond aux nouveaux enjeux de la conception d'exposition, et est-ce que vous avez des exemples? Bien sûr, tout est enregistré, donc vous pouvez tout dire et tout dire. Qui veut la parole? Ah waouh, c'est le flop. T'en as une autre? Alors, je vais désigner quelqu'un. Attention. Qui pourrait bien parler de coopération? Ah bah voilà, Georges. Ouais, Merci, Georges. Georges. Mais il faudra aussi qu'il y ait des commanditaires. Hein. Bonjour, Georges Miron, architecte d'intérieur, scénographe. Au-delà de la question du reversement sémantique, parce qu'il y a un vrai basculement qu'il faut faire qui est sémantique et philosophique à la fin, parce qu'on est habitué De cerveau aussi. accessoirement. Mais la question est que c'est les deux, elles marchent indifféremment qu'on les prend dans l'ordre ou dans les ordres. Elles sont des outils qu'on les a déjà dans les métiers, dans nos métiers, ce qui sont innés, j'ose dire, et qui font partie donc, dans notre vie. Et que malheureusement, par rapport au modèle actuel, qui soit économique, peut-être on ne va pas réussir à changer, mais les modèles des marchés publics, voire pire dans les marchés privés, font qu'il y a un dysfonctionnement, un déséquilibre, indifféremment dans quel ordre on les prend, la sens qu'on donne. Si on collabore de façon innée au début, ou plutôt imposée par le cadre, et par c'est nous-mêmes qu'on pousse vers la coopération. Mais la coopération, elle est fragile tout le long du projet, indifféremment de sa temporalité, elle est fragilisée et on bascule très rapidement dans la collaboration. Donc elle ne se fait pas vraiment dans la durée, justement par les faits que vous avez dit, il y a une forme de hiérarchie qui se fait non par des compétences, mais en tant que le maître d'œuvre, le prestataire, voilà, oui, donc je ne vois pas comment on pourrait être adapté tant que le modèle des marchés reste tel. Donc Alors, oui, en principe, oui. Mais Merci. Qui a envie de parler de ça? Je sens que la dame devant a très envie de parler de ça. Il y a une dame devant. Ouais. Allez, Maud. Non, en fait, je pense qu'il faut modifier le code. Hein. On casse le système. Il faut modifier le code, il faut modifier les marchés et rentrer d'autres lignes hein, pour qu'on puisse... mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Ça fait peut-être 5-6 ans. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'autre chose à faire. Je suis muséographe, commissaire d'expo à Universcience et je fais de la coopération en interne, mais pas en externe. Et... Il y a aussi la question de la complexification des marchés. Enfin, qui écrit les marchés ici? Mais j'ai pas, sincèrement, alors j'ai l'impression que ça s'est beaucoup amélioré. Ah. Mais bon, peut-être je suis la seule à le penser. Mais nous, on aimerait bien, étant à l'extérieur, réussir à coopérer aussi. C'est ça l'enjeu. Moi, je voulais parler du changement de paradigme écologique, enfin de la question environnementale qui est une parmi d'autres. Si on prend les choses simplement, les musées sont financés par l'argent de l'État ou des collectivités, donc les impôts de nous tous. Une partie. Là, on parle du public. Une partie. Nous sommes financés par les musées, donc c'est le même argent public qui vient chez nous. Donc finalement, on n'est pas des institutions commanditrices et des prestataires qui appliquent, exécutent. On est tous des gens qui travaillent pour qui? Pour que cet argent aille au mieux vers les visiteurs qui sont nos vrais clients. Donc si on prend ce paradigme, la question de la coopération, elle devient évidente. Parce qu'en fait, on bosse tous pour le visiteur et tous les efforts qu'on fait sont financés par le même argent, quasiment. Et voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour affronter les défis du futur, si on ne coopère pas, ce que disait Fanny, on va dans le mur, hein, c'est clair. Donc on n'a pas le choix en fait, au fond, on n'a pas le choix. Donc on est obligé de changer de paradigme, c'est compliqué parce que les mentalités, c'est ce qu'il y a de plus long à changer, et les façons de faire, etc. Mais ça vaut le coup de mettre en perspective, voilà, c'est ça que je voulais dire. Bonjour à tous, Noémie Verstraete. Donc moi je suis plutôt côté commanditaire et Muséum de Toulouse.
Donc nous, on a la chance d'avoir un scénographe en interne, donc ça nous permet beaucoup plus de collaboration. Mais pour parler de choses assez concrètes, ce qui nous aide, c'est quand même de dézoomer des fois du projet en lui-même et d'être sur plusieurs projets et de pouvoir avoir une stratégie plus longue et donc qui permettent d'intégrer des acteurs en amont et sur une échelle plus importante. Ça nous aide à avoir des montages budgétaires qui sont intéressants, qui permettent de répartir les coûts, de passer parfois en investissement sur des choses qui sont réutilisées, etc. Et potentiellement, dans le cadre d'appels d'offres, d'avoir une réflexion peut-être plus long terme aussi avec tout un groupement de scénographes qui répondent peut-être plus pour une seule expo mais pour plusieurs. Après, forcément, on a tous envie, en tant que muséo, surtout d'avoir un scénographe qui soit en lien aussi avec la façon dont on veut transmettre les contenus et différentes scénographies en fonction des projets. Donc ça, c'est aussi peut-être des choses à réfléchir ensemble parce qu'on a tous à cœur cette créativité-là et d'éviter justement d'avoir un seul groupement scéno pour plein de projets. Mais en tout cas, le fait de dézoomer et de sortir un peu juste de la logique projet, ça peut peut-être être intéressant. Il y a peut-être un truc pour rester aussi dans le très concret. Moi, je suis assez convaincue de la nécessité de la coopération. Ah oui, peut-être. Je parle du point de vue donc extérieur et sur la partie ingénierie, donc qui est peut-être même encore en amont de la conception d'expo. Moi, je ressens, je ne sais pas si c'est valable et partagé, mais je le pose là, une méconnaissance aussi des métiers des uns et des autres qui s'amplifie. Donc, je me dis qu'avant la coopération, il y a un truc qui serait assez génial, qui serait de faire des vies ma vie, c'est-à-dire d'accepter de venir une journée, comprendre ce que c'est le quotidien quand on répond à un appel à projet, comprendre les conséquences. Là, je m'adresse aux donneurs d'ordre de quand un marché est suspendu pendant 6 mois, ce que ça veut dire pour des petites entités en fait. Il se trouve que j'ai une vie de consultante avant et que je l'ai fait. On l'a fait pour la fusion Cité des Sciences et Palais de la Découverte. Et c'était des journées fascinantes parce que des présupposés que les uns avaient sur les autres, tout d'un coup, tombaient. Donc je pense que... Je donne cet exemple-là parce que même dans un univers où on pense que c'est pareil, le Palais de la Découverte, la Cité des Sciences, je parle de ça il y a 15 ans, au moment de la fusion. Mais voilà, on projette des choses et je pense qu'il y a beaucoup de gens d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas les bons et les méchants. Et puis en plus, on est tous avec plein de métiers très différents. On en a discuté au sein de XPO et des horizons de temps, des mécaniques, des ordres budgétaires, des compétences très différentes. Mais je trouve que faire un espèce de truc à la carte de vie ma vie, venez même 3 heures, comprendre ce que c'est notre quotidien, les questions qu'on se pose, je pense que ce serait hyper bénéfique pour justement nourrir des coopérations futures. Très bonne idée. Juste, moi, je voudrais ajouter un mot sur le désastre financier qu'on a évoqué sur les projets qui s'arrêtent. C'est vrai que dans le cadre de la coopération, c'est centaines de milliers, voire millions qui font qu'on dit qu'il n'y a plus d'argent public, mais qu'en fait, il est très mal dépensé. Ça n'aurait plus cours si on était en mode coopératif, parce qu'en fait, un projet pas viable, on ferait en sorte de le rendre viable, ou en tout cas, sinon, il s'arrêterait bien avant que tout votre argent soit dépensé à des projets qui ne sortent pas. Pardon pour cette interlude. Straight to the point. Qui veut la parole? Moi, je voulais juste donner une notion sur le vocabulaire qui est utilisé quand même. Donneur d'ordre, moi, ça me fait toujours un peu flipper. J'ai l'impression qu'on va avoir la fessée, quoi. Donc, peut-être qu'il y a aussi une question de vocabulaire à réemployer. Commanditaire, enfin, il y a un truc prestataire. Voilà, il y a peut-être aussi réimaginer un peu un vocabulaire plus sympathique. Bonjour, je suis Mélinée Faubert, je suis scénographe. Et je voulais rebondir sur la question de... C'est tous le même argent, mais on ne le dépense pas tous de la même manière et on ne le reçoit pas tous de la même manière. Et dans cette méconnaissance des métiers, je pense que, en fait, on travaille tous avec de l'argent public, sauf que les institutions, les personnes qui travaillent dans les institutions, ils sont ou fonctionnaires ou salariés. Et en fait, tous les mois, ils ont un salaire. Et nous, en fait, quand il y a un retard de paiement, un décalage de projet, on doit gérer en trésorerie. Donc oui, c'est le même argent, mais il ne coule pas de la même manière chez les différents collaborateurs et collaboratrices des projets. Et je pense que ça a souvent créé des conflits parce qu'on nous pressurise sur des délais de livraison, sur des engagements de budget où on ne doit pas dépasser de 5% de ce qu'on avait estimé, qui est une absurdité parce que si on collaborait en amont, on serait plus en capacité de maîtriser dès la conception les budgets, alors qu'en fait, avec ce système d'appel d'offres, maître d'œuvre qui passe des marchés travaux, il y a une marge d'erreur vachement plus grande.
Et que, en fait, si les maîtres d'ouvrage étaient conscients des impacts que ça a et qu'on était dans de la vraie collaboration, on aurait tous le même argent et on le dépenserait tous de la même manière et en effet au bénéfice du premier intéressé qui est le public de nos expositions. Moi, j'aimerais poser, peut-être qu'il y a aussi des commanditaires privés dans la salle qui auraient envie de réagir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente la tutelle du ministère ici? Le ministère, le ministère. Bon, non, la personne n'ose pas se dénoncer. Bonjour, moi je suis côté commanditaire. Merci de répondre. Public, Merci. désolé, mais un public quasi privé en fonctionnement, musée Rodin en l'occurrence. Moi je trouve qu'il y a aussi un chaînon qui manque, évidemment, c'est que certes on ne connaît pas forcément bien les autres métiers, mais ça vaut surtout pour tout l'écosystème du commanditaire aussi. C'est-à-dire que nous, ici, nous connaissons assez bien nos métiers respectifs parce que nous travaillons ensemble, même si ce n'est pas encore en coopération. C'est déjà beaucoup en collaboration, du moins je l'espère. Je pense, parce qu'on fait quand même beaucoup de choses qui sont réussies, globalement. Mais où sont nos juristes? Où sont nos services financiers? Voilà, moi-même, je ne peux pas les emmener avec moi dans ces conférences. Et malheureusement, je pense que ce serait la solution, ou une partie de la solution. Mais voilà. On a une petite solution à vous proposer quand même. Est-ce que quelqu'un va encore répondre? Donc les commanditaires privés n'ont pas envie de réagir? Non? Ah, merci. Je vous pousse un peu. Hein. Bonjour, Emmanuel Brief, je représente la Fondation Cartier. Oui, en fait, c'est plutôt pas forcément une remarque, mais plutôt une question, c'est de savoir est-ce que ces problèmes de trésorerie, on les rencontre finalement avec des commanditaires privés, puisque j'ai l'impression quand même, pour avoir été aussi de l'autre côté de la barrière, qu'avec le commanditaire public, c'était assez compliqué, et notamment avec le système Chorus et les délais de paiement qui sont très problématiques. Donc c'est de savoir est-ce qu'effectivement au niveau du privé on rencontre les mêmes problèmes et si oui, pourquoi et sinon je pense que c'est aussi une facilité pour le privé d'être... En fait, je pense qu'on n'est pas normé à faire de la commande en tant que telle. À la Fondation Cartier, c'est ce qu'on fait, hein, nous. C'est-à-dire qu'on reprend des CCTP, des CGA et tout ça. Mais derrière, effectivement, on a beaucoup plus de souplesse par rapport à la facilité de paiement et de pouvoir modifier ce qui a été négocié de base, c'est-à-dire le projet, on va dire, en APS, et finalement son résultat, le pro, où forcément l'artiste a pu changer ou tout ça. Donc c'est peut-être... Enfin, effectivement, la problématique, elle est surtout au niveau de la commande publique où ils n'ont pas cette possibilité au niveau du pro, quand le projet devient un peu définitif, d'avoir les capacités financières à l'accepter. Et en tout cas, ils ne vont pas vers non plus la réduction du projet dans l'enveloppe. Donc, on essaye de pressuriser forcément les fournisseurs. Mais avant ça, en fait, la grande différence quand même entre la consultation publique et privée, c'est que la consultation publique, pour pouvoir rendre votre offre, vous êtes obligé de signer déjà le contrat qui n'est pas négociable. Donc en fait, on n'a pas de moyen de parler aux commanditaires, alors que le propre d'un contrat, c'est qu'il y a deux parties qui négocient. Et en fait, quand on est face à l'État, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'on doit signer en bas. Et après, on espère qu'on va gagner. Et après, on fait le boulot. Mais en fait, le contrat, il n'est pas tellement négociable. Et ça, c'est quand même vraiment le début du problème, quoi. Oui, en fait, je pense que ce qui manque dans ce contrat-là, c'est justement cette part modifiable qui n'apparaît pas. Et du coup, c'est de savoir de combien de pourcents on parle. Je sais que sur certaines DPGF, il y a possibilité de les augmenter des fois de 10 ou 20%, je ne sais plus. Mais c'est de savoir effectivement comment on contractualise ça. Et c'est vrai que le légal serait parmi nous. On pourrait avoir peut-être des avancées là-dessus. Merci Emmanuel. Je vais juste te faire rebondir sur une autre chose, sur la coopération, parce que il me semble que tu as un petit sujet à nous partager. Mais Nathalie, peut-être, est-ce que tu veux nous parler des marchés? Parce qu'on en parlait tout à l'heure et tu me disais que la discussion est obligatoire Nathalie. Et même nécessaire. Je suis désolée, je vous désigne.
Nathalie Boutet, Société du Carreau à Grange. Donc nous, on fabrique des maquettes. Prix impact du système, je tiens à le signaler. On fabrique des maquettes, des manipulations pédagogiques et des sculptures. On est également société à mission. Donc en devenant société à mission, on a fait le choix d'avoir un comité de mission qui assure la surveillance du respect de notre mission et donc qui intègre des parties prenantes externes. Donc c'est aussi un moyen de coopérer, d'intégrer des acteurs de notre écosystème dans la gouvernance d'entreprise. Moi, j'ai envie de dire plusieurs choses par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Il n'est pas vrai qu'on est moins bien payé par le public que par le privé. Moi, j'ai plusieurs types de clientèle. Mes plus mauvais payeurs sont les entreprises du CAC 40 qui jouent allègrement avec la trésorerie des TPE. Le public, il y a vraiment deux typologies de paiement public. Il y a une partie d'acteurs publics qui payent avant échéance. Il faut le souligner. On a vraiment deux types de comportements. Le problème n'est pas Chorus, ça n'est pas l'outil. La question, c'est ce qui se passe derrière avec les humains qui utilisent l'outil. Quand l'outil devient une excuse pour ne pas respecter ses engagements contractuels, c'est merveilleux d'être caché derrière un outil informatique. Mais il y a des pratiques exemplaires dans le public comme dans le privé, et il y a des pratiques absolument catastrophiques dans le public comme dans le privé. J'ai appris que les préfectures ont un service qui gère les collectivités défaillantes. Voilà. Donc on en est là au niveau de Merci l'État. Nathalie. Voilà. Bon, au-delà de ça, juste quand on parle de coopération, moi je suis confrontée à des choses où il y a une grosse confusion, je pense, qui est importante de lever. Il y a l'idée qu'on ne peut pas consulter un fournisseur pour lui poser des questions, que c'est interdit. En fait, ce qui est interdit dans la commande publique, c'est de se parler de manière confidentielle, puisqu'on peut se parler par les plateformes, en phase de consultation. Mais quand on est en phase de réflexion, bien sûr qu'on a le droit de se préoccuper de savoir quels sont les fournisseurs qui existent, bien sûr qu'on a le droit de les contacter, bien sûr qu'on a le droit d'aller voir des ateliers, de faire du vie ma vie, de réaliser que les choses se fabriquent un jour, ne se tombent pas du ciel, que quand on reporte des délais, il va falloir approvisionner des matériaux, il va falloir les passer dans des machines, il y a des humains qui travaillent, il y a des choses qui se passent, des choses qui s'installent, qui se transportent. Et on a le droit de poser toutes ces questions, de demander des budgets. Tout ça, c'est complètement autorisé en amont des projets. Et moi, je vous encourage à le faire en amont, au moment des consultations, des préparations des consultations, des rédactions des cahiers des charges. Parce qu'après, on se retrouve avec des cahiers des charges qui, parfois, ils sont très bien faits, et ça, c'est bien fait, heureusement. Mais parfois, on a des choses qui sont ubuesques et qui font qu'on ne répond pas. Et après, on a des marchés infructueux. Alors là, les délais, on tombe dans la catastrophe du marché infructueux. Moi, j'ai quand même un bel exemple à citer où on a réalisé une sculpture d'un ichthyosaure. C'est un reptile marin. Alors, je m'excuse auprès des paléontologues, ça ressemble à une espèce de grosse baleine du Jurassique. C'est un peu plus compliqué que ça scientifiquement. Cette sculpture, elle fait 9 mètres de long, elle est accrochée au plafond. Et donc, on a eu la chance d'avoir des gens qui se sont dit, mais est-ce qu'on a encore en France des gens qui savent fabriquer ça ? Et comment on va faire pour mettre ça dans le musée avec du public en dessous ? Parce qu'on voit ça dans beaucoup de muséums, mais on n'en fait plus quand même beaucoup. Et le simple fait d'avoir osé appeler et poser les questions dans des phases de conception a fait qu'on a soulevé des problèmes que quand on a 500 kilos au-dessus du public, ça doit être inspecté quand même. Il y a quand même de la réglementation avec le public. Donc il vaut mieux ne pas vouloir camoufler toutes les accroches. Il en ressort aussi que l'expérience visiteur, il a besoin d'être rassuré quand il passe sous ces trucs-là. Donc vouloir tout cacher, c'est pas forcément bien pour le visiteur, qui certes, il faut pas que les accroches deviennent dominantes, mais les voir, ça rassure, donc ça permet de mieux profiter de l'expérience. Là, nous, on a préconisé, vu qu'on était sur une extension neuve, de faire poser des IPN au plafond, ce qui a fait économiser, je pense, des centaines de milliers d'euros dans la réalisation, parce qu'à partir du moment où les IPN ont été mis au moment du coulage de la dalle, ça ne coûtait pas grand-chose après d'aller se suspendre dessus. Mais si ça n'avait pas été fait, je n'ose pas imaginer le coût d'installation qu'il y aurait eu. On a pu rappeler qu'un camion, ça ne fait jamais que 2,40 m de large
et que donc si on conçoit une sculpture qui respecte ces 2,40 m de large, même si elle en fait 9 mètres de long, nous ne sommes pas en transport de convoi exceptionnel, mais nous sommes dans un transport d'œuvres, certes, mais qui respecte un transport normal. Donc toutes ces préconisations qui ont l'air, quand on les dit, ça a l'air évident, mais quand on travaille sur un projet dans un lieu qui fait des milliers de mètres carrés, la question 2,50 m, ça peut paraître intelligent, quoi. Et juste le simple fait de se parler, ça règle tout un tas de problèmes en amont. Et on a le droit de le faire. Et ça ne voulait pas dire que j'aurais le contrat. Et c'est pas grave, parce que même si je l'avais pas eu, toutes ces questions-là, je me les serais posées pour répondre à ce marché. Et donc ce temps-là, je l'aurais passé. Voter Nathalie en 2027. Merci beaucoup. Je veux juste redonner la parole à Emmanuel qui est là-bas. Vraiment, il va me détester, Emmanuel, je suis désolée. J'aurais juste que tu nous parles 5 minutes de coopération, parce que dans le passé, tu as monté une coopérative d'entreprise. Enfin, une coopérative. Et j'aurais voulu que tu nous en parles, puisque c'est un projet que moi, je trouve admirable. Et donc, que tu nous parles aussi avec ton expérience maintenant, puisque tu es en dehors des points positifs et des points négatifs de l'aspect juridique de la création d'une coopération, parce qu'on s'est beaucoup posé la question avec XPO aussi. Donc effectivement, j'ai été le président de la coopérative qui s'appelle Octopus, qui est une coopérative de travailleurs et travailleuses de l'art. En soi, ça a répondu à un enjeu qui était la précarité des contrats et notamment du format d'indépendant qui est très existant dans le secteur des arts visuels, à la différence du cinéma ou d'autres typologies où on va trouver de l'intermittence du spectacle. Dans l'art visuel, on va être plutôt sur de l'indépendant. Et du coup, avec tous les risques associés par rapport à ça, notamment sur les périodes de montage pour les travailleurs, c'est-à-dire le risque d'accident du travail, forcément aussi d'assurance, de responsabilité et tout ça. Du coup, il y a un projet qui a émergé en 2021 qui a été de monter une coopérative en scope afin de reprovoquer des contrats de travail et de générer finalement des contrats de format intérimaire, mais qui permet à chaque travailleur de l'art et travailleuse de pouvoir prétendre une sécurité, des cotisations sociales, de la médecine du travail, et puis l'accès au chômage aussi, puisque ça n'existe pas pour les indépendants aussi. Donc cette coopérative, ça a été un chouette projet. Elle est toujours en action et on attaque notre 5e année. On l'a démarré à 27 associés, on est actuellement 56. Et elle est ouverte vraiment à tout le monde pour pouvoir provoquer du travail et puis d'être sous contrat et code du travail, puisque c'est ça qui nous intéressait surtout, c'est de retrouver le code du travail qui fait défaut un peu aux indépendants et du coup de ne pas se faire malmener par les commanditaires. C'est un projet aussi qui, forcément, quand on appelle coopération, il va sur un but commun qui était d'améliorer les conditions de travail. Mais quand on parle coopérative aussi, c'est là où pourquoi on ne s'est pas mis en groupement ou pourquoi on ne s'est pas mis autrement. C'est aussi de réfléchir à la gouvernance et de réfléchir aussi à comment finalement on se met d'accord ensemble. Et c'est là où, si on veut mettre plus de coopération finalement au sein des expositions, c'est de réfléchir un petit peu plus à comment finalement les décisions sont prises, comment elles sont mises au sein des entreprises, et surtout avec qui on veut s'associer, puisque finalement, nous, c'est une coopérative qui est assez large, mais on se rend compte, on ne va pas vous cacher, tout n'est pas tout rose non plus, et que se mettre d'accord à 56, c'est des fois un petit peu difficile. Donc c'est là aussi où finalement mettre des formes coopératives qui soient SCOP, SKIC ou CAE au sein des expositions, c'est intéressant, puisque ça permet effectivement de retrouver un peu de sens et surtout de la gouvernance. Mais ça implique toujours sous quelle forme et tout ça. Il y a une des choses peut-être qui, par rapport à ce que vous avez fait là, votre présentation, qui pourrait peut-être justement ce que je ressens, c'est un peu un clivage entre commanditaires et prestats, enfin si on les appelle comme ça. Mais il y a dans le mouvement SCOP notamment ce qu'on appelle les SKIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif,
qui finalement intègre justement un partenaire souvent qui peut être l'État ou une communauté ou tout ça, et qui va réfléchir, enfin qui va participer à la gouvernance de ces sociétés-là pour expliquer aussi ces problématiques et tout ça. Donc je pense que ce format-là, effectivement, ça pourrait être intéressant de le mener, parce que forcément, en tant que société, on cherche à avoir de l'activité, du chiffre d'affaires et tout ça, mais il faut aussi comprendre peut-être les problématiques que peut rencontrer un commanditaire public ou privé, et du coup de trouver une forme de coopération en commun. Enfin, c'est ce que je comprends de cette conférence, qui est le but, et surtout la réflexion qui est menée. Et du coup, cette forme-là, effectivement, répond à ça, tout en s'inquiétant aussi des usagers et toujours du public, de savoir qu'est-ce qu'on rend en fait à la fin comme expérience et tout ça. Donc c'est sûrement à fouiller. En tout cas, le mouvement Scope est un mouvement assez fédérateur et qui aide. Et c'est ça aussi qui est beau finalement dans le mouvement coopératif, c'est que chaque coopérative, quelle qu'elle soit, est solidaire. Donc c'est-à-dire qu'on cotise, bien sûr, mais en cas de problématique ou en cas de faille, on a ce mouvement-là aussi qui vient nous aider en termes financiers ou en termes de ressources, qu'elles soient légales ou autres. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce qu'il y a une dernière question ou plein de questions? Ah, Laurence. Bonjour, moi je suis productrice, donc ancienne présidente présidente de la fédération. Donc je suis à la fois, quand on produit avec Sylvie et qu'on a affaire à des financements CNC, on est coproducteur avec les télévisions, quelles qu'elles soient. Et donc on a un peu l'habitude des co-décisions, et c'est vrai que c'est à tout autre mode. Mais moi, pour en avoir beaucoup discuté avec Maude, Madame du musée Rodin réagissait, je pense qu'on est un peu tous d'accord, commanditaires et nous, et qu'en général, ça se passe bien entre nous. C'est plus la forme des marchés qui nous contraint, mais on est tous tournés vers un projet. Alors, il y a cependant deux choses qui me frappent, c'est que on fait des projets humains de création, et pourtant on ne se rencontre pas, ça a été dit, on se voit parfois même pas pour se choisir. Ça m'hallucine complètement, parce que pour moi, il faut se choisir des deux côtés. Alors, en général, ça se passe bien, mais souvent quand ça se passe mal, c'est parce qu'on s'est mal choisi. Enfin, on est un peu, je dis toujours, c'est Tinder sans la photo, quoi. Et je rejoins la remarque je vais vous appeler Madame du musée Rodin, mais sur le fait qu'il faut absolument qu'on intègre, on en a beaucoup parlé avec Maude, avec tous les gens du CMN, les services juridiques et les services financiers sur cette problématique-là, parce que je pense qu'on en souffre tous de la même manière, et que ça, entre guillemets, c'est toujours très bien d'en discuter entre nous, mais ça... Le pas d'après, il est à faire par les services juridiques. La commande publique, nous, on a discuté avec de nombreux avocats et spécialistes de la commande publique. Elle permet tout à fait la coopération. Il y a alors je ne suis pas juriste, mais il y a plein de façons de faire. Mais il faut qu'on la travaille avec des experts. C'est pas notre job. Donc, ça serait très intéressant de monter un groupe de travail pour aller voir les services juridiques. Alors c'est une Je connais pas la suite de la... Mais bravo, on dirait que ça a été monté pour, mais vraiment justement... Donc, storytelling, tout est génial. C'est incroyable, parce que justement, en 2027, on voudrait monter des assises de l'exposition, et du coup, vraiment faire venir les services des marchés, notamment. Mais bien sûr, vous tous... Même s'il faut les payer. Non. Je plaisante. En fait, ça répond un peu. On s'est dit qu'avant de faire des vies ma vie... Je peux juste compléter. La mamie du numérique culturel que je suis. La mamie parce que je vais parler d'il y a 12 ans. Ouais. C'est exactement ce qu'on a fait quand on a voulu faire des dispositifs innovants et qu'on avait ce problème de marché. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers dispositifs
immersif, entre guillemets, il y avait ce problème de la seule catégorie, c'était dispositif de visite. Donc ils étaient en concurrence avec des audio-guides, forcément pas les mêmes prix, forcément pas les mêmes montages. Bref, et ça s'est réglé avec des sujets juridiques en premier lieu. Et il y a eu une réunion pour les très très vieux qui se rappellent de ça. Il me semble que c'est ce qui est aujourd'hui la Climate House, là dans le Marais. Et il y avait les gens, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des gens du ministère, le service juridique du ministère qui était à l'époque, je les connais plus maintenant, donc je ne sais pas, dans une logique très constructive avec nous. Donc voilà, faut pas, ça peut être des aidants essentiels. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Ils n'ont jamais été payés, ils étaient ravis de réfléchir avec nous. Non, mais c'était une blague. Je sais. Donc bon, voilà, la grande question qu'on a à vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça vous intéresse qu'on monte ensemble des assises de l'exposition pour remettre un petit peu tout ça, tout le monde autour de la table. Et donc, bon, on ne va pas répéter le nombre de personnes, mais tout le monde. Voilà, tous les gens qui sont intéressés par l'exposition. Je crois que 2027, il y a un petit truc après en plus, assez important, je crois. Donc avant ça, voyons-nous, discutons. Et je pense que c'est plus que nécessaire. Donc on vous a mis un petit QR code. On vous demande de vous inscrire, s'il vous plaît, de laisser vos coordonnées. Comme ça, on va vous écrire pour vous parler de la programmation. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur le stand XPO. Voilà, pour selon comment... Courez-y. Voilà. Merci. Il n'y a pas besoin de passer par Chorus. Merci à tout le monde pour votre écoute. Merci beaucoup.